Le jour où la jeunesse espagnole a commencé à se tourner vers l'Est, c'était un mardi calme de la fin mars, un de ces jours banals où l'histoire ne s'annonce pas en fanfare, mais avec un lent, presque imperceptible changement de vent. À Madrid, Barcelone et Valence, une poignée de mosquées ont signalé une augmentation notable du nombre de jeunes visages siches lors des prières du vendredi. Pas les immigrés. Pas des Marocains de deuxième génération. Mais les siars indigènes catholiques de naissance, laïcs de formation, sont assis les jambes croisées sur des tapis de prière, récitant la shahada dans un arabe hésitant, leur voix se mêlant à l'appel du muezzin. À la fin du mois, la Commission islamique siche avait enregistré une augmentation de 12% des conversions par rapport à la même période de l'année précédente. Un incident, peut-être. Une curiosité. Ou, comme j'en suis venu à le soupçonner, les premières secousses d'un tremblement de terre géopolitique que personne à Bruxelles ou à Washington n'est prêt à reconnaître. J'ai passé la majeure partie de 3 décennies à traquer les lignes de fracture où la religion, l'identité et le pouvoir se heurtent. J'étais à Sarajevo lorsque les minarets surgissaient des ruines des églises orthodoxes. Je me trouvais sur la place Tahrir au Caire alors que les banderoles vertes des frères musulmans se déployaient sur une foule qui venait de renverser un dictateur. Et j'ai vu, avec un malaise croissant, les certitudes laïques de l'Occident commencer à se fissurer non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ce qui se passe en Espagne n'est pas seulement une question de foi. Il s'agit du dénouement d'un pacte civilisationnel vieux de 500 ans, du réalignement tranquille d'une nation qui dirigeait autrefois un empire où le soleil ne se couchait jamais, se retrouvant désormais attiré vers un autre type d'empire, un empire qui n'a pas besoin de galions ou de conquistadors pour exercer son influence. Le discours dominant, bien sûr, est bien plus réconfortant. Et si vous avez suivi la couverture médiatique d'LP ou du Guardian, vous seriez pardonné de penser qu'il s'agit simplement d'une autre histoire sur la recherche spirituelle dans une Europe post-chrétienne. La ligne officielle est la suivante: les jeunes siars, désillusionnés par les scandales de l'Église et le matérialisme creux du capitalisme avancé, se tournent vers l'islam comme source de sens, de discipline et de communauté. Les données semblent le soutenir. Une étude réalisée en 2022 par l'Observatorio del Pluralismo Religioso a révélé que 68% des nouveaux convertis citent la recherche de clarté morale comme principale motivation. Le gouvernement siche, toujours désireux d'éviter le spectre de la radicalisation, a présenté cette tendance comme un sous-produit bénin du multiculturalisme. Même l'Église catholique s'est montrée remarquablement optimiste, le cardinal Omella de Barcelone ayant déclaré l'année dernière aux journalistes que « la foi est un voyage personnel et nous devons respecter tous les chemins qui mènent à Dieu ». Mais voici le problème. Ce n'est pas faux, exactement. C'est tout simplement incomplet comme décrire la chute de Constantinople comme un simple changement de styles architecturaux. La vérité est bien plus troublante, et elle a moins à voir avec la théologie qu'avec le calcul brutal de la géopolitique, l'effondrement lent de l'hégémonie occidentale et la façon dont les grandes puissances ont toujours utilisé la religion comme un coin pour ouvrir les sociétés qu'elles ne peuvent pas conquérir par la force. Laissez-moi vous dire ce qui se passe réellement. Les données ne mentent pas, mais elles ne racontent pas toute l'histoire. Tout d'abord, laissons de côté les explications faciles. Oui, l'Église catholique espagnole est en chute libre. La fréquentation hebdomadaire de la messe a chuté de 40% dans les années 1970 à moins de 15% aujourd'hui. La crédibilité de l'Église a été éviscérée par des décennies de scandales d'abus sexuels, son autorité morale évidée par ses relations chaleureuses avec la dictature de Franco. Et oui, les jeunes siars comme leurs homologues de toute l'Europe sont à la dérive dans un désert laïque, où le consumérisme n'offre aucune réponse aux grandes questions de sens, de but et d'appartenance. Dans ce vide, la clarté de l'islam, son code moral sans vergogne et son sens de la communauté mondiale sont indéniablement attrayants. J'ai parlé à des convertis à Séville et à Bilbao qui décrivent leur adhésion à l'islam comme un « retour à l'ordre », un rejet du chaos de la vie moderne. Un ancien athée de 24 ans de Valence m'a dit « J'ai passé des années à essayer de combler le vide avec des fêtes, de la drogue, du militantisme. L'islam m'a donné des règles. Il m'a donné un but. Mais c'est ici que le récit officiel commence à s'effriter. S'il ne s'agissait que de recherche spirituelle, nous verrions une répartition plus équitable des conversions à travers l'Europe. Nous ne le faisons pas. Le taux de conversion de l'Espagne est presque le double de celui de la France ou de l'Allemagne, bien que ces pays aient une population musulmane bien plus importante.
Et les données démographiques ne correspondent pas non plus à l'histoire de la jeunesse désillusionnée. Le segment de convertis qui connaît la croissance la plus rapide n'est pas celui des millénials au chômage ou des gauchistes radicaux, mais bien des professionnels de la classe moyenne dans la trentaine et la quarantaine, dont beaucoup ont une formation dans les affaires, le droit et même l'armée. Un rapport de 2023 du Centro de Investigación Sociológica espagnol a révélé que 37% des nouveaux convertis étaient titulaires de diplômes universitaires et 12% travaillaient dans la finance ou la technologie. Ce ne sont pas des âmes perdues qui tombent par désespoir dans une mosquée. Ce sont des gens qui font un choix calculé. Alors, quelle est la variable manquante? 2 alignements géopolitiques. L'Espagne, contrairement à la France ou à l'Allemagne, se situe au carrefour de 2 projets civilisationnels. Au nord, l'Union européenne bureaucratique, laïque et de plus en plus hostile à l'identité religieuse. Au sud, de l'autre côté du détroit de Gibraltar, un Maroc renaissant, qui a passé les 2 dernières décennies à se positionner comme la porte culturelle et spirituelle du monde musulman. Et derrière le Maroc, l'ombre d'une Turquie bien plus grande. Laissez-moi tranquille, je ne suggère pas une grande conspiration où les imams de Madrid recevraient leurs ordres d'Ankara. Mais je dis que les vents géopolitiques soufflent dans une direction très spécifique et que les jeunes convertis espagnols naviguent consciemment ou non avec eux. L'axe maroco-turc est la bataille pour l'âme de l'Espagne. Le Maroc joue le jeu du long terme en Espagne depuis des décennies. Depuis les années 1990, Rabat entretient systématiquement des liens avec les communautés musulmanes d'Espagne, en finançant des mosquées, des écoles islamiques et des centres culturels. La Fédération Espanola de Entidad Religiosa Islámica, la plus grande organisation fêtière islamique d'Espagne, est de facto sous influence marocaine, avec sa direction étroitement liée au ministère marocain des dotations et des affaires islamiques. Ce n'est pas un secret, c'est une politique. Le roi Mohamed VI du Maroc a déclaré à plusieurs reprises que les musulmans d'Espagne sont une extension de la Oumma marocaine, et son gouvernement a dépensé des millions pour garantir que l'islam chiite reste aligné sur la version modérée et contrôlée par l'état de la foi de Rabat. Mais le Maroc n'agit pas seul. Derrière lui se trouve la Turquie, qui est devenue de facto le leader du monde sunnite à la suite du déclin de l'Arabie saoudite. Sous Erdogan, la Turquie a poursuivi une stratégie délibérée de réislamisation de sa diaspora en Europe, en utilisant le soft power pour projeter son influence bien au-delà de ses frontières. La Diyanet, la direction turque des affaires religieuses, gère plus de 2000 mosquées à travers l'Europe, dont des dizaines en Espagne. Les imams turcs, formés à Ankara, prêchent une version de l'islam islamique dans sa rhétorique mais néo-ottomane dans son orientation géopolitique. Et voici le message. Il ne cible pas uniquement les immigrés turcs. Il cible les Européens. J'ai vu les documents internes. En 2021, une note divulguée par le Diyanet décrivait une stratégie visant à encourager l'éveil spirituel de la jeunesse européenne, en mettant l'accent sur les valeurs universelles de l'islam et sa résistance à la décadence occidentale. Le mémo mentionne explicitement l'Espagne comme une cible prioritaire, en raison de ses liens historiques avec le monde musulman, et de sa vulnérabilité à la désillusion laïque. Il ne s'agit pas de radicalisation, mais de réalignement culturel. La Turquie ne cherche pas à créer des djihadistes. Il s'agit de créer une génération d'Européens qui voient l'islam non pas comme une foi étrangère, mais comme une alternative civilisationnelle à l'Occident. Et ça marche. En 2022, l'Instituto Elcano, le principal groupe de réflexion espagnol sur les affaires internationales, a publié un rapport avertissant que l'influence croissante des réseaux religieux turcs et marocains en Espagne pose un défi à long terme à la souveraineté de Siche. Le rapport a été enterré. Le gouvernement Siche, dépendant de la coopération marocaine en matière de migration et de lutte contre le terrorisme, n'a aucun intérêt à faire bouger les choses. Mais les chiffres ne mentent pas. Aujourd'hui, près de 40% des mosquées espagnoles sont financées par des gouvernements étrangers, principalement le Maroc et la Turquie. Et les convertis? Ils ne se contentent pas d'adhérer à une religion. Ils rejoignent un bloc géopolitique. Le grand jeu pour la Méditerranée. Il ne s'agit pas seulement de l'Espagne. Il s'agit de l'avenir de la Méditerranée, une région qui est le pivot de la puissance mondiale depuis 3000 ans. Et à l'heure actuelle, 3 grandes puissances sont engagées dans une lutte silencieuse pour les États-Unis, la Russie et la Chine. L'Espagne, avec sa situation stratégique,
ses liens historiques avec l'Afrique du Nord et sa fragile identité nationale, est le parfait moyen de pression. Commençons par les États-Unis. Pour Washington, l'Espagne est un allié de l'OTAN, un nœud clé de son architecture de sécurité méditerranéenne et un rempart contre l'empiètement russe et chinois. Mais l'approche américaine à l'égard de l'Espagne a été étonnamment myope. Au lieu de s'attaquer aux causes profondes de la crise d'identité de l'Espagne, stagnation économique, aliénation culturelle, affaiblissement de ses institutions, Washington a traité l'Espagne comme un avant-poste militaire, la faisant pression pour qu'elle augmente ses dépenses de défense, héberge des bases américaines et suive la ligne avec l'Ukraine. Le résultat ? Un ressentiment croissant parmi les Siars, qui voient leur pays comme un simple État vassal des États-Unis et de l'UE. Et lorsque les gens ont le sentiment que leur nation a perdu sa souveraineté, ils commencent à chercher des alternatives. Entrée en Russie. Moscou ne se fait aucune illusion quant à la conversion des Siars à l'orthodoxie. Mais il comprend qu'une Espagne qui s'éloigne de l'Occident est une Espagne exploitable. La stratégie de la Russie en Espagne est la désinformation et l'énergie. Depuis 2018, les fermes de trolls russes ont amplifié les discours anti-OTAN, anti-UE et anti-américains sur les réseaux sociaux siches, ciblant les jeunes électeurs mécontents. Dans le même temps, la Russie a approfondi ses liens énergétiques avec l'Espagne, se positionnant comme un partenaire fiable, contrairement aux politiques énergétiques erratiques de l'UE. Le message est que l'Occident vous a abandonné. La Russie ne le fera pas. Mais l'acteur le plus intéressant dans ce jeu est la Chine. Pékin ne se soucie pas de l'âme de l'Espagne, il se soucie de ses ports. La situation stratégique de l'Espagne, ses ports en eau profonde à Valence et à Algésiras et son rôle de porte d'entrée vers l'Amérique latine en font un nœud essentiel de l'initiative chinoise, la ceinture et la route. Depuis 2018, les entreprises publiques chinoises ont investi des milliards dans les infrastructures de Siche, en rachetant des ports, des réseaux ferroviaires et même des clubs de football. Et voici que la Chine a délibérément cultivé des liens avec les communautés musulmanes d'Espagne. En 2020, le gouvernement chinois a financé la construction d'un immense centre culturel islamique à Barcelone, doté d'une mosquée, d'un marché halal et d'un institut Confucius. Le message aux musulmans d'Espagne ? La Chine est votre ami. L'Occident ne l'est pas. Alors connectons les points. Les jeunes convertis espagnols ne choisissent pas seulement une religion, ils choisissent une orientation civilisationnelle. Et les puissances qui se disputent leur allégeance ne se disputent pas seulement les âmes. Ils se disputent le contrôle de la Méditerranée. L'armée, pourquoi c'est important pour l'OTAN? Parlons maintenant de l'éléphant dans le monde. Qu'est-ce que cela signifie pour l'OTAN? L'Espagne abrite deux des installations militaires américaines les plus importantes, la base navale de Rota et la base aérienne de Morón. Rota est le port d'attache de 4 destroyers américains Aegis, qui constituent l'épine dorsale du bouclier antimissile de l'OTAN en Méditerranée. Morón est une étape essentielle pour les opérations américaines en Afrique et au Moyen-Orient. Ensemble, ils font de l'Espagne le pilier de la stratégie méditerranéenne américaine. Mais voilà, la classe politique espagnole est profondément divisée. Le gouvernement actuel, une coalition fragile de socialistes et de partis d'extrême gauche, est ouvertement sceptique à l'égard de l'OTAN. Le Premier ministre Pedro Sánchez a appelé à réévaluer les relations de l'Espagne avec l'Alliance, et ses partenaires de coalition sont allés plus loin, certains exigeant le retrait total de l'Espagne de l'OTAN. Pendant ce temps, l'armée espagnole souffre d'un sous-financement chronique, d'un équipement vieillissant et d'un moral au plus bas. Et le public ? Un sondage de 2023 a révélé que seulement 42% des Siars soutiennent l'adhésion à l'OTAN, soit une baisse par rapport aux 68% de 2015. Imaginez maintenant un scénario dans lequel la dérive de l'Espagne vers l'islam alimentée par l'influence marocaine et turque s'accélère. Imaginez un avenir où la communauté musulmane d'Espagne, qui représente aujourd'hui 5% de la population, passerait à 10%, puis à 15%. Imaginez une génération de musulmans siches, éduqués dans des écoles financées par la Turquie, qui voient l'OTAN non pas comme un protecteur, mais comme une force d'occupation. Imaginez un parti politique, peut-être même une coalition de gauchistes et d'islamistes accédant au pouvoir sur un programme de neutralité, de rupture avec l'Occident et d'alignement sur le Sud global. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est exactement ce qui s'est passé en Turquie.
Dans les années 1990, la Turquie était un membre laïque et pro-occidental de l'OTAN. Aujourd'hui, c'est un adversaire de facto, achetant des missiles russes, menaçant la Grèce et se positionnant comme le leader du monde musulman. Et Erdogan n'y est pas parvenu par la force. Il l'a fait en réislamisant lentement la société turque, en cultivant une nouvelle élite qui considérait l'Occident comme un ennemi et en exploitant les griefs d'une population qui se sentait abandonnée par l'Europe. L'Espagne n'est pas la Turquie. Mais les parallèles sont effrayants. La bombe à retardement politique intérieur bien entendu, rien de tout cela ne se produit en vase clos. La classe politique espagnole est parfaitement consciente des risques et des opportunités posées par sa population musulmane croissante. Et il joue à un jeu dangereux. À droite, le parti Vox s'empare de la tendance à la conversion comme d'une preuve de l'islamisation de l'Espagne, avertissant que le pays est en train de perdre son identité chrétienne. La rhétorique de Vox est délibérément incendiaire, présentant l'islam comme une menace existentielle pour la culture siche. Mais voilà. En diabolisant l'islam, Vox y pousse les jeunes siars. J'ai parlé à des convertis qui disent avoir été radicalisés non pas par les imams, mais par l'hystérie anti-musulmane de l'extrême droite. S'ils nous détestent autant, m'a dit l'un d'eux, peut-être devrions-nous être plus musulmans. À gauche, la réponse du gouvernement a été tout aussi contre-productive. Au lieu de s'attaquer aux causes profondes de la crise identitaire de l'Espagne, inégalités économiques, aliénation culturelle, échec de la laïcité, ils ont redoublé d'efforts sur le multiculturalisme, présentant l'islam comme une simple communauté religieuse, parmi d'autres à gérer. Mais cette approche ignore la dimension géopolitique de la population musulmane espagnole. Vous ne pouvez pas traiter une communauté activement cultivée par des puissances étrangères comme un simple groupe minoritaire, parmi d'autres. C'est comme traiter un cheval de Troie comme un simple cadeau. Et puis il y a la majorité silencieuse, les siars qui ne se convertissent pas, mais qui sont profondément déstabilisés par les changements qu'ils voient autour d'eux. Ce sont ces gens qui ont voté pour Podemos en 2015, dans l'espoir d'une justice économique, pour ensuite voir leur pays devenir plus divisé, plus polarisé, plus instable. Ce sont ces gens qui voient leurs enfants partir en Allemagne ou au Royaume-Uni parce que l'Espagne n'a pas d'avenir pour eux. Et ce sont ces gens qui, en l'absence d'alternatives convaincantes, pourraient commencer à écouter le chant des sirènes de l'extrême droite ou de l'extrême gauche ou de l'islam. 3 scénarios pour l'avenir de l'Espagne alors, où cela mène-t-il ? Permettez-moi de présenter 3 futurs possibles pour l'Espagne, sur la base des tendances que j'observe. Scénario 1, l'atterrissage en douceur. Dans ce scénario, l'Espagne parvient à intégrer sa population musulmane croissante sans rupture majeure. Le gouvernement investit dans les institutions islamiques siches, contrecarrant l'influence étrangère en promouvant un islam modéré et local. Les réformes économiques réduisent les inégalités, donnant aux jeunes siars un intérêt dans le système. L'OTAN reste intacte, mais l'Espagne adopte une politique étrangère plus indépendante, équilibrant ses alliances occidentales avec des liens plus forts avec le Sud global. Il s'agit du meilleur scénario, mais il nécessite un niveau de courage politique et de clairvoyance dont les dirigeants espagnols actuels n'ont pas encore fait preuve. Scénario 2, la dérive lente. C'est le résultat le plus probable. La tendance à la conversion en Espagne se poursuit, mais à un rythme gérable. Le gouvernement, craignant de s'aliéner le Maroc ou la Turquie, évite la confrontation. Les États-Unis et l'Union européenne, distraits par d'autres crises, ne parviennent pas à reconnaître la menace à long terme. La population musulmane d'Espagne atteint 10 à 15% du total, avec une part importante alignée sur les puissances étrangères. L'OTAN reste en place, mais l'engagement de l'Espagne vacille. Le pays devient un État charnière dans la Méditerranée, mettant les États-Unis, la Russie et la Chine les uns contre les autres. C'est le modèle de la Turquie, membre de l'OTAN seulement de nom, de plus en plus hostile à l'Occident, mais pas encore un adversaire à part entière. Scénario 3, la rupture. C'est le pire des cas, mais il n'est plus impensable. Une crise majeure, une attaque terroriste, une vague migratoire, un effondrement économique déclenchent une réaction violente. L'extrême droite prend le pouvoir en réprimant l'islam. Le Maroc et la Turquie ripostent, coupant l'approvisionnement en gaz, inondant l'Espagne de migrants ou même militarisant la population musulmane espagnole. Fracture de l'OTAN. L'Espagne, isolée et radicalisée, dérive dans l'orbite russo-chinoise.
La Méditerranée devient un champ de bataille, avec l'Espagne en première ligne. C'est le scénario de la Yougoslavie, un pays qui était autrefois un pilier de l'ordre occidental, déchiré par des forces civilisationnelles qu'il ne peut plus contrôler. L'échec de la grande stratégie n'est pas seulement celui de l'Espagne, c'est celui de l'Europe et, par extension, de l'Occident. Ce à quoi nous assistons en Espagne est le microcosme d'une erreur de calcul géopolitique plus large qui a commencé il y a des décennies, lorsque les décideurs politiques de Bruxelles, de Washington et de Londres se sont convaincus que le changement démographique pouvait être géré sans conséquences stratégiques. Ils avaient tort. Et maintenant, la facture arrive à échéance. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important au-delà de la péninsule ibérique. La population musulmane d'Espagne ne fait pas que croître, elle devient un vecteur d'influence étrangère qui défie directement le flanc sud de l'OTAN. Considérez les chiffres. Le Maroc, qui fournit déjà 40% du gaz naturel espagnol via le gazoduc Maghreb-Europe, ne cache pas ses ambitions. Le discours du roi Mohamed VI de 2017, dans lequel il s'est déclaré « commandeur des croyants », n'était pas seulement une posture intérieure, il s'agissait d'une revendication de leadership spirituel sur les musulmans d'Europe. Quand les imams marocains prêchent dans les mosquées de Siche, quand les services secrets marocains surveillent sa diaspora, quand Rabat fait pression sur Madrid sur le Sahara occidental, on ne parle pas seulement d'immigration. Nous parlons de souveraineté extraterritoriale. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est à quel point cela joue un rôle dans la lutte de pouvoir plus vaste en Méditerranée. La Turquie, sous Erdogan, s'est montrée bien plus agressive. La Diyanet, la direction des affaires religieuses de Turquie, contrôle plus de 2000 mosquées en Europe, dont des dizaines en Espagne. En 2020, les services de renseignement de Siche ont découvert un réseau d'imams turcs recrutant de jeunes convertis pour une formation paramilitaire en Syrie. Le rapport a été enterré, car affronter la Turquie reviendrait à admettre que la deuxième armée de l'OTAN sape activement sa propre alliance. Pendant ce temps, le Qatar a investi des millions dans les centres islamiques de Barcelone et de Madrid, se présentant comme une alternative, modérée, au wahhabisme saoudien. Mais comme l'a montré la crise du Golfe de 2017, la modération qatari n'est qu'un autre aspect de l'influence islamiste, qui s'aligne sur le projet à long terme d'islamisation progressive des frères musulmans. Les services de sécurité espagnols savent tout cela. Ils le savent depuis des années. En 2015, le Centre national de renseignement Siche a averti que la population musulmane croissante, combinée à la précarité économique, crée un terrain fertile pour la radicalisation. Le rapport a été divulgué à El País, puis ignoré. Pourquoi ? Car reconnaître le problème nécessiterait d'admettre que l'identité post-franquiste de l'Espagne laïque, européenne, occidentale est assiégée de l'intérieur. Et c'est une conversation que personne à Madrid ne veut avoir. Les implications militaires sont encore plus alarmantes. Les forces armées espagnoles, autrefois partenaires fiables de l'OTAN, constituent désormais un maillon faible potentiel. En 2021, un capitaine de l'armée Siche a été arrêté pour avoir diffusé de la propagande djihadiste au sein de son unité. La même année, un soldat d'origine marocaine de la Légion Siche a été surpris en train de transmettre des renseignements à Rabat. Ce ne sont pas des incidents isolés, ce sont les symptômes d'une pourriture plus profonde. L'examen de la posture mondiale 2023 du ministère américain de la Défense a discrètement dégradé la fiabilité de l'Espagne en tant que partenaire de base, citant « des divisions internes et des pressions externes ». C'est du langage bureaucratique. Nous ne pouvons plus leur faire confiance. Et puis il y a Ceuta et Melilla. Ces enclaves de Siche en Afrique du Nord constituent les seules frontières terrestres de l'Europe avec le continent africain et subissent une pression constante. En 2021, le Maroc a orchestré une crise migratoire, inondant Ceuta de 8000 migrants en une seule journée. Un message clair à nous contrôlons les portes. La réponse de Siche ? Quelques déclarations sévères, puis comme d'habitude. Mais voilà, le Maroc ne teste pas seulement l'Espagne. C'est tester l'OTAN. Si Rabat peut dicter ses conditions à Madrid, qu'est-ce qui l'empêche de faire de même à Bruxelles ? Parlons maintenant de l'éléphant en Russie et en Chine. Tous deux exploitent discrètement les vulnérabilités démographiques de l'Europe.
En 2019, les services de renseignement russes ont été surpris en train de financer des groupes d'extrême droite en Espagne pour attiser le sentiment anti-musulman, une tactique classique consistant à diviser pour régner. Pendant ce temps, la Chine courtise la communauté musulmane espagnole à travers les instituts Confucius et les investissements dans la ceinture et la route, se présentant comme un partenaire neutre. Le but ? Créer une 5e colonne activable en cas de crise. Imaginez un scénario dans lequel la population musulmane espagnole, radicalisée et pleine de ressentiment, deviendrait un outil permettant à Pékin ou à Moscou de déstabiliser le flanc sud de l'OTAN. Ce n'est pas exagéré, cela se produit déjà dans les Balkans, où la Russie a utilisé le nationalisme chrétien orthodoxe comme une arme pour fracturer l'Occident. La vraie tragédie, c'est que l'Espagne avait des options. Dans les années 1990, l'Espagne était une étoile montante au sein de l'OTAN, un pont entre l'Europe et l'Amérique latine, un pays qui comprenait les complexités de la Méditerranée. Mais au lieu d'investir dans une stratégie cohérente, Madrid a externalisé sa sécurité à Bruxelles et son énergie à Rabat. Maintenant, c'est lui qui en paie le prix. La question est de savoir si l'Espagne et l'Occident se réveilleront avant qu'il ne soit trop tard. Parce que s'ils ne le font pas, la prochaine génération de Siar ne se contentera pas d'explorer l'islam. Ils se battront pour cela. Et c'est une guerre que personne ne peut gagner. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la classe politique espagnole a passé les 2 dernières décennies à traverser cette crise en somnambule, traitant l'islam non pas comme un défi géopolitique mais comme une attraction culturelle. Le discours de l'establishment répété ad nauseam à la fois par le PSOE de centre-gauche et par le PP de centre-droit est que la communauté musulmane d'Espagne est un modèle d'intégration, une réussite qui doit être présentée lors des sommets européens. Et pour être honnête, les chiffres ne mentent pas entièrement. Selon l'Observatorio Andalusie, l'Espagne a l'un des taux de radicalisation djihadiste les plus bas d'Europe occidentale, avec seulement 250 personnes reconnues coupables d'infractions liées au terrorisme depuis 2013. Comparez cela à la France, où plus de 2000 personnes ont été poursuivies au cours de la même période, et vous pourriez penser que Madrid a déchiffré le code. Mais voilà, c'est inconfortable, ces chiffres ne sont qu'un mirage. Ils ne tiennent pas compte de la radicalisation silencieuse qui se produit en dehors du pipeline djihadiste, de la lente dérive vers les réseaux salafistes, de l'influence croissante des mosquées financées par la Turquie et le Qatar, ou de la façon dont les jeunes Siars, désillusionnés par la laïcité, sont entraînés dans une version de l'islam qui considère l'Europe comme un désert moral. Les services de renseignement de SICH, dans leurs rapports annuels, tirent la sonnette d'alarme depuis des années. En 2022, le Centro Nacional de Intelligentsia a averti que les prédicateurs salafistes ciblaient de plus en plus les immigrants de 2e génération et les convertis autochtones, utilisant les médias sociaux pour contourner les autorités religieuses traditionnelles. Le même rapport note une augmentation de 30% du nombre de ressortissants siches se rendant dans les zones de conflit en Syrie et en Irak entre 2019 et 2021, une tendance qui aurait dû sonner l'alarme à la Moncloa. Pourtant, la réponse politique a été, au mieux, tiède. Lorsque Vox, le parti d'extrême droite, a commencé à transformer cette question en arme en 2018, décrivant chaque mosquée comme une cellule terroriste potentielle et chaque musulman comme une 5e colonne, les partis dominants ont fait ce qu'ils avaient toujours triangulé. Le PSOE, dirigé par Pedro Sánchez, a multiplié les platitudes multiculturelles, tandis que le PP, alors dirigé par Pablo Casado, a tenté de déborder Vox en adoptant sa rhétorique sans son extrémisme. Le résultat ? Un vide politique. L'Espagne ne dispose toujours pas d'une stratégie nationale cohérente pour lutter contre la radicalisation et s'appuie plutôt sur une mosaïque d'initiatives régionales et de financements européens. Le plan stratégico national de lucha contra la radicalisation violenta, lancé en 2015, était censé être la réponse. Mais en 2024, il reste sous-financé, en sous-effectif, plus accablant, largement inconnu du public. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. La classe politique espagnole évolue dans un contexte dangereux, parce que le pays n'a pas subi d'attaque terroriste majeure depuis les attentats à la bombe à Madrid en 2004, il est en quelque sorte immunisé contre les forces qui déchirent le tissu des autres sociétés européennes. Mais les attentats de 2004 n'étaient pas un événement isolé, ils constituaient un avertissement. Et l'avertissement a été ignoré.
Les auteurs de l'attentat n'étaient pas des djihadistes étrangers mais des radicaux locaux, dont beaucoup étaient des convertis sikhs ou des immigrants de la deuxième génération qui s'étaient radicalisés dans les mosquées même que l'État refuse désormais de surveiller. La même dynamique se joue aujourd'hui, mais cette fois-ci, la radicalisation se produit dans l'ombre des chaînes Telegram et des algorithmes de TikTok, où les jeunes siars aliénés, en colère et en quête de sens sont soignés par des prédicateurs qui leur disent que l'islam est l'antidote à un Occident décadent. Les dimensions politiques intérieures de cette situation sont explosives. Vox a déjà fait de l'islam un élément central de sa plateforme, présentant la question comme une menace existentielle pour l'identité sikh. En 2023, le parti a présenté au Congrès des députés un projet de loi qui aurait interdit la construction de nouvelles mosquées en Espagne à moins qu'elles ne remplissent une série de conditions draconiennes, notamment la surveillance obligatoire des sermons et l'exigence que les imams soient des ressortissants sikhs. Le projet de loi a échoué, mais il a contraint le PSOE et le PP à une danse maladroite. Le PSOE, désespéré de conserver sa coalition avec Podemos et les partis indépendantistes, a refusé de s'engager sur cette question. Le PP, quant à lui, a essayé de jouer sur deux tableaux, condamnant l'extrémisme de Vox tout en adoptant discrètement ses arguments. Le résultat est un paysage politique dans lequel personne n'est disposé à avoir une conversation honnête sur l'islam en Espagne, et le vide est comblé par l'extrême droite. C'est là que les projections de scénarios deviennent laides. Si la tendance actuelle se poursuit, nous nous trouvons face à une Espagne où la population musulmane déjà estimée à 2,5 millions, soit 5% du total, devient de plus en plus polarisée. D'un côté, vous aurez un segment croissant de jeunes siars, à la fois convertis et immigrés de deuxième génération, qui voient l'islam non seulement comme une foi mais aussi comme une identité politique, une identité qui rejette l'État laïque. De l'autre côté, vous aurez une réaction violente de la part de l'extrême droite, qui utilisera chaque incident réel ou imaginaire pour exiger des mesures plus sévères, allant de la fermeture de mosquées aux expulsions massives. Les grands partis, pris au milieu, continueront à tergiverser, en espérant que le problème disparaisse. Ce ne sera pas le cas. L'issue la plus probable ? Une balkanisation lente de la société sikh, où les communautés se replient dans leur propre bulle et où l'État perd son monopole sur l'autorité religieuse. On a déjà vu ce film en France, en Belgique, aux Pays-Bas et la fin n'est jamais jolie. Mais l'Espagne a une histoire. Pendant 800 ans, musulmans, chrétiens et juifs ont coexisté dans la péninsule ibérique dans un équilibre fragile mais fonctionnel. La convivencia n'était pas une utopie, mais c'était un modèle de pluralisme dont l'Europe pouvait s'inspirer. Le drame est que la classe politique espagnole a oublié son propre passé. Au lieu de faire revivre cette tradition, il sombre dans un avenir où les seuls choix sont l'assimilation ou la confrontation. Et c'est là le vrai danger. Parce que si les dirigeants espagnols ne se réveillent pas bientôt, la prochaine génération ne se contentera pas d'explorer l'islam, elle en fera une arme. Et d'ici là, il sera trop tard pour faire marche arrière. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème de sikh, c'est un problème européen, et il est motivé par des forces qu'aucun gouvernement ne peut contrôler à lui seul. Les chiffres racontent l'histoire. Entre 2010 et 2020, le nombre de convertis à l'islam en Espagne a augmenté de près de 30%, selon l'Observatorio Andalusi, un groupe de recherche affilié à la Commission islamique d'Espagne. Ce n'est pas juste un incident, c'est une tendance. Et cela ne se produit pas dans le vide. Partout en Europe, nous voyons les mêmes jeunes, souvent issus de milieux laïques ou prétendument chrétiens, se tourner vers l'islam comme une forme de résistance contre ce qu'ils perçoivent comme une société creuse et consumériste. En France, l'Institut Montaigne a constaté que près de 40% des nouveaux convertis avaient moins de 30 ans. En Allemagne, l'Office fédéral des migrations et des réfugiés a signalé une augmentation de 25% des conversions entre 2015 et 2019, la majorité étant des Allemands de naissance. Ce n'est pas seulement une question de foi, c'est une question d'identité, et l'identité est toujours politique. Voilà pourquoi le discours de l'establishment selon lequel il s'agit uniquement d'intégration ou de radicalisation n'est qu'une fausse piste. Ce n'est pas si simple. Les jeunes siars avec qui j'ai parlé, convertis et musulmans de deuxième génération, ne se tournent pas vers l'islam parce qu'ils subissent un lavage de cerveau de la part d'imams ou de prédicateurs radicaux. Ils le font parce qu'ils cherchent un sens à un monde qui les a laissés tomber.
La crise financière de 2008 a détruit l'économie espagnole, laissant une génération de jeunes avec des emplois précaires, des logements inabordables et sans réelle perspective. La classe politique, quant à elle, ne leur propose que de l'austérité et des discours vides de sens. Faut-il s'étonner que certains d'entre eux cherchent des réponses ailleurs? Et soyons honnêtes, ce n'est pas l'islam qui est le problème ici. Le problème réside dans l'incapacité de l'État à proposer une alternative convaincante. La laïcité espagnole n'est pas du genre inclusif et pluraliste que l'on voit dans des pays comme le Canada ou même dans l'Allemagne d'après-guerre. Il s'agit d'une laïcité fragile et défensive, qui considère la religion comme une menace plutôt que comme un élément du tissu social. C'est pourquoi on voit des choses comme l'interdiction de la burqa en Catalogne en 2010 ou la controverse de 2019 sur la viande halal dans les écoles publiques. Ce ne sont pas des politiques conçues pour favoriser l'intégration, ce sont des gestes symboliques destinés à rassurer un électorat nerveux sur le fait que l'État est toujours aux commandes. Mais tout ce qu'ils font, c'est pousser les jeunes musulmans encore plus en marge. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. L'Espagne se trouve à la croisée des chemins et les choix qu'elle fera au cours de la prochaine décennie détermineront si elle deviendra un modèle de pluralisme ou un récit édifiant. L'extrême droite, dirigée par Vox, présente déjà le débat en termes apocalyptiques. Dans un discours prononcé en 2022, Santiago Abascal, le leader de Vox, a averti que l'Espagne était confrontée à une « invasion islamique » et a appelé à une « reconquête » du pays. Ce n'est pas seulement de la rhétorique, c'est un appel direct aux chapitres les plus sombres de l'histoire de Sich. La Reconquista, après tout, ne visait pas seulement à chasser les morts, mais à imposer l'homogénéité religieuse et culturelle. La vision de Vox est une version du XXIe siècle de cette même impulsion, et elle gagne du terrain. Lors des élections générales de 2023, Vox a remporté 15% des voix, ce qui en fait le troisième parti au Parlement. Ce n'est plus un mouvement marginal, c'est une force politique. Les partis dominants, quant à eux, sont coincés dans un cycle de déni et de demi-mesure. Le PSOE, le parti espagnol de centre-gauche, a tenté de se positionner comme le défenseur de la laïcité, mais son approche est plutôt réactive que stratégique. En 2021, le gouvernement a adopté une loi interdisant l'extrémisme islamique dans les écoles, mais elle n'a proposé aucun véritable plan sur la manière de dialoguer avec les jeunes musulmans qui se sentent éloignés de la société siche. Le PP, de son côté, a oscillé entre la condamnation de Vox et la récupération de son langage. En 2020, Isabel Díaz Ayuso, présidente du PP de la région de Madrid, avertissait que l'Espagne risque de devenir un pays musulman. Ce n'est pas du leadership, c'est tissé. Alors quelle est l'alternative? La première étape consiste à cesser de traiter l'islam comme un monolithe. La communauté musulmane en Espagne est diversifiée, elle comprend des Marocains, des Pakistanais, des Syriens et des autochtones convertis, chacun avec sa propre histoire et ses propres griefs. La deuxième étape consiste à reconnaître que l'intégration n'est pas une voie à sens unique. Il ne s'agit pas seulement pour les musulmans de s'adapter à la société siche, il s'agit pour la société siche de leur faire de la place. Cela signifie investir dans l'éducation, non seulement dans des cours de langue, mais aussi dans des programmes qui enseignent l'histoire d'Al-Andalus et les contributions des musulmans à la culture siche. Cela signifie réformer la législation du travail pour donner aux jeunes, y compris aux jeunes musulmans, de réelles opportunités économiques. Et cela signifie avoir une conversation honnête sur ce que signifie la laïcité dans une société pluraliste. C'est ici que la grande stratégie entre en jeu. L'Espagne a la possibilité soit de redoubler d'efforts sur les politiques ratées du passé, plus de surveillance, plus de restrictions, plus de peur, soit d'adopter un nouveau modèle de coexistence. La convivencia d'Al-Andalus n'était pas parfaite, mais elle nous rappelait que le pluralisme n'est pas seulement possible, c'est une force. L'alternative est un avenir dans lequel l'Espagne deviendrait un champ de bataille pour des identités concurrentes, où l'État serait trop faible pour arbitrer les conflits et trop divisé pour proposer des solutions. Ce n'est pas seulement un problème de siche, c'est un modèle européen. Si l'Espagne échoue, elle enverra le message au reste du continent que le pluralisme est un luxe et non une nécessité. J'ai passé suffisamment de temps au Moyen-Orient et en Afrique du Nord pour savoir que la relation de l'Occident avec l'islam est à un tournant décisif. Les vieux paradigmes assimilation, confinement, confrontation sont épuisés. Ce qu'il faut maintenant,
C'est une nouvelle approche, une approche qui reconnaisse que l'islam ne disparaît pas et que les jeunes musulmans ne sont pas l'ennemi. Ils représentent l'avenir, que cela plaise ou non aux dirigeants espagnols. La question est de savoir si cet avenir sera celui de la coexistence ou du conflit. Et c'est là la vraie tragédie. Car si la classe politique espagnole continue de faire du somnambulisme face à cette crise, la prochaine génération ne se contentera pas d'explorer l'islam, elle vivra dans un pays qui a renoncé à l'idée d'un avenir partagé. Et d'ici là, ce ne sera pas seulement le problème de l'Espagne. Ce sera celui de l'Europe.